Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il faut imaginer une école maternelle cernée par les dealers et livrée au règlement de compte. C'est le quotidien des élèves, de leurs parents et des enseignants de la maternelle Georges Bruguier à Nîmes. La fusillade du 8 février dernier à proximité de l'établissement en a traumatisé plus d'un. Violent échange de coups de feu entre trafiquants, stupeur et effroi des enseignants, des parents d'élèves. Depuis, l'école tourne au ralenti. Personne ne veut y remettre les pieds quand la loi du plus fort impose au plus faible de rester chez lui. Reportage Europe 1, Stéphane Burgat. Bientôt 2 semaines qu'elle fait la classe à la maison. Apeurée, Johanna refuse que sa fille reprenne les cours. Une bataille perdue, selon elle, face aux dealers. L'école n'a plus sa place dans le quartier. Franchement, le premier souhait des parents, c'est la délocalisation, quoi. On aimerait bien, nous, parce que franchement, avec des tirs, monsieur, en face d'une école primaire, voilà. Sous le choc d'entendre les tirs, d'entendre les guetteurs crier, de voir les courses-poursuites. On est dans une crainte absolue, quoi. Solution appuyée en dernier recours par les organisations syndicales et les enseignantes, comme Nathalie, qui demande des moyens de police conséquents pour remettre l'école et le quartier en sécurité. Moi, ce que je veux, c'est une présence vraiment dissuasive. Je préfère avoir des gens armés, formés, qui sont là pour nous protéger en face, plutôt que de voir surgir à tout moment des dealers armés qui font n'importe quoi. On a le choix entre une présence armée policière ou une présence armée de délinquants. Pratiquement toutes les enseignantes de l'école Bruguier sont toujours en arrêt et ne savent pas si elles trouveront le courage de reprendre le chemin de l'école la semaine prochaine. Nîmes, Stéphane Burgat, Europe 1. La violence à l'extérieur des établissements, on vient de l'entendre, la violence aussi, mais à l'intérieur, celle dirigée contre les enseignants. La commission d'enquête sénatoriale fait une série de recommandations. Une commission créée après la mort de Samuel Paty, 38 recommandations pour restaurer l'autorité de l'enseignant. Pour y parvenir, il faudra se montrer inflexible sur le respect de la laïcité. Tout part de là. Sa remise en cause est le plus souvent à l'origine des violences exercées à l'encontre des professeurs. Louise Salé. Pour les sénateurs, il faut bannir toute zone grise sur l'interdiction du port de signes religieux en appliquant cette règle lors des sorties prévues en dehors du temps scolaire, comme le soir au théâtre. François-Noël Buffet, sénateur LR et rapporteur. Quand on est encadré par son professeur et dans le cadre d'une activité de l'école, on doit respecter le principe de laïcité. C'est une règle très très simple. L'autorité du prof et le contenu de ses cours doivent être respectés par les élèves, mais aussi par leurs parents. Laurent Lafont, sénateur de l'Union centriste, est aussi rapporteur. Dans le cadre d'une sortie ou d'un choix ou d'un propos tenu, de plus en plus d'exemples ont été cités de contestation de la part des parents. On demande la signature d'une charte des parents. On lui est rappelé qu'un enseignement ne se conteste pas. Bref, des règles qui peuvent paraître une évidence, mais qui manifestement ne le sont pas pour tous. Pour les enseignants menacés, enfin, le rapport recommande une protection fonctionnelle systématique, c'est-à-dire une assistance juridique et psychologique, ainsi qu'un renforcement des liens entre le parquet et les établissements pour un traitement judiciaire plus rapide des affaires. Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1. Quand on entend les ministres de l'économie et du budget, on ne peut s'empêcher de penser à la fable de la cigale et la fourmi, la fable de Jean de La Fontaine. La cigale française n'a pas fini de chanter. 20 milliards d'euros à trouver en 2025. Petite bombe budgétaire lâchée par le ministre délégué au budget, Thomas Cazenave, hier. Audition à l'Assemblée en compagnie du maître de Bercy, le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Un constat que tout le monde faisait semblant de ne pas voir. Les finances sont dans le rouge. Baptiste Morin. 20 milliards d'euros d'économies au moins, sinon rien. C'est le ministre délégué au compte public, Thomas Cazenave, qui l'a annoncé devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Pour construire le budget de l'an prochain et pour tenir notre objectif que nous maintenons de ramener le déficit sous 3%, nous devons porter notre effort de 12 à au moins 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour l'année 2025. D'après les informations d'Europe 1, le chiffre a surpris jusque dans l'entourage de Bruno Le Maire qui restait encore hier sur un minimum de 12 milliards d'euros. Face à la commission, le ministre a en tout cas dressé quelques pistes d'économie. Est-ce que pouvons encore nous permettre de rembourser l'intégralité des transports médicaux pour 5,7 milliards d'euros par an? Est-ce qu'on peut encore se permettre que le nombre de jours d'absence soit de 17 par an dans les personnels des collectivités locales, 12 dans le privé et 10 dans les services de l'État? Pour moi, à toutes ces questions, la réponse est non. Absence notable, l'idée d'une désindexation des retraites. Elle permettrait d'économiser plusieurs milliards d'euros. Mais le sujet est ô combien sensible à l'approche d'une élection. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Et le salut ne viendra sans doute pas de la Banque Centrale Européenne. Décision attendue aujourd'hui sur les taux directeurs. La BCE devrait opter pour le statu quo avec un maintien des taux à 4%. Dans l'actualité également, le Parlement bientôt saisi de la question du cumul des mandats. Une proposition de loi veut en assouplir les règles. 57% des Français y sont également favorables. Résultat d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Le prix de l'eau à Lyon désormais
mais plus vous en consommerez, plus le litre sera cher. Ouais, c'est une sorte de tarif à la carte mis en place à partir de l'année prochaine et dans les 50 communes de l'agglomération lyonnaise. Un signal prix qui doit encourager la baisse de la consommation d'eau. Le remplissage de la piscine, l'arrosage de la pelouse va coûter plus cher. C'est une bonne idée ou c'est un système punitif ? Eh bien, le mieux, c'est encore de demander aux Lyonnais ce qu'ils en pensent. Reportage Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Dans le nouveau système, les 12 premiers mètres cubes seront gratuits pour tout le monde. Ensuite, il y aura un tarif standard pour ceux qui consommeront entre 12 et 180 mètres cubes, la grosse majorité des habitants, y compris les familles nombreuses. En revanche, les gros consommateurs, plus de 180 mètres cubes annuels, paieront l'eau 2 fois plus cher. L'objectif affiché, c'est d'inciter à la modération et c'est une bonne chose pour Nathalie et Pierre-Yves. Franchement, je trouve ça très bien. Ça permettra aux gens, à partir du moment où ils auront un sort de red flag qui leur dira attention, à partir d'une certaine consommation, vous allez commencer à payer. C'est une excellente incitation. Ça va peut-être faire réfléchir les gens pour économiser, je pense. D'autres habitants, en revanche, y voient un système discriminatoire. C'est le cas d'Yvette et Eric, propriétaires de piscines. C'est la solution de facilité, taper sur les riches, c'est entièrement punitif. C'est les cascades, c'est l'eau, c'est le stationnement, c'est tout ce qui est facile à attraper, à faire payer. C'est toujours la classe, entre guillemets, moyenne qui ramasse. À la métropole de Lyon, on répond par une seule projection. Dans 25 ans, le Rhône, qui fournit l'essentiel de l'eau potable des Lyonnais, aura, sous l'effet du réchauffement, réduit son débit de plus de 20%. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. C'est un grand monsieur de la littérature du 19e siècle, injustement méconnu. Prosper Mérimée s'expose au château de Compiègne. Et on lui doit Carmen, l'un des plus grands mythes littéraires de tous les temps. Georges Bizet s'en est inspiré pour écrire Carmen l'opéra, œuvre la plus jouée dans le monde. Prosper Mérimée était aussi archéologue, antiquaire. Il fut même inspecteur des monuments historiques. Le château de Compiègne lui rend donc hommage à travers une exposition en partenariat avec Europe 1. Reportage Marie Giquel. Son héroïne Carmen lui a échappé. On parle toujours de l'opéra de Georges Bizet, mais pourtant c'est bien Prosper Mérimée qui imagine en 1845 cette bohémienne omniprésente aujourd'hui sur les planches des opéras. Costume de Christian Lacroix, maquette des décors, dessins de Picasso, Carmen occupe une place centrale dans cette exposition, imaginée par Rodolphe Rapetti, le directeur des châteaux de Compiègne et Blérancourt. Le fait que Mérimée ait été oubliée et que Carmen soit beaucoup plus connue, c'est plutôt le signe d'un très grand créateur, un créateur de mythes. Caricaturé par Chateaubriand, inspiré par son ami Stendhal, Prosper Mérimée ne fréquentait pas seulement les salons littéraires, son CV est assez chargé. Sénateur, historien, archéologue et inspecteur des monuments historiques. Et c'est lui qui met vraiment en place le système de protection des monuments historiques tel que nous le connaissons encore. De cette vie foisonnante, il ne reste plus grand-chose. Un incendie ravagea l'appartement de Prosper Mérimée, mais son influence perdure et cette exposition le rappelle avec justesse et humilité. Un reportage Marie Giquel du service culture d'Europe 1 à la rencontre de Prosper Mérimée. Exposition au château de Compiègne en partenariat avec Europe 1, c'est jusqu'au 18 mars. Un mot de football, qualification de Manchester City et du Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Marseille tentera de décrocher son ticket pour les quarts de finale, mais de l'Europa League cette fois. Ce sera face à Villarreal, coup d'envoi à 21h. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.